Ok, non. Pourquoi ok? Vous n'avez pas honte? Pardon? Moi, président de la République, Le début, c'est moi qui dis la vérité. Bienvenue à tous, l'histoire retiendra donc qu'en ce début d'année 2015, la France, à son tour, a été la cible d'un attentat de masse. La star, c'est l'actu. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver sur Radio Campus dans On s'en mêle pour cette 23e émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h, une heure, vous le savez, pour aller à l'encontre des idées reçues et donner la parole aux étudiants. Après le choix d'actu de mes chroniqueurs, nous parlerons de la limitation de la vitesse à 30 km/h dans les centres-villes. Grenoble l'a mis en place, bonne ou mauvaise idée? C'est la question que nous nous poserons. Pour ce premier sujet d'actualité, nous nous intéresserons aussi à la consommation de cannabis chez les jeunes. Elle serait en hausse selon une étude publiée par le ministère de l'Éducation nationale. Dans notre grand débat, nous reviendrons sur les attentats contre Charlie Hebdo. Un an après, que reste-t-il de l'esprit Charlie? Nous en parlerons tout à l'heure à 20h40. Et nous terminerons l'émission avec le débat qui sert à rien. Ce soir, nous parlerons du chanteur Renaud qui a accordé une interview à Europe 1 et à BFM TV. Renaud a-t-il pris le dessus sur Renard? Est-ce la renaissance de Renaud? C'est la question que nous nous poserons en fin d'émission. Et puis vous le savez, vous pouvez réagir et interagir avec nous sur Facebook avec notre page et sur Twitter avec @OSM Radio Campus. Mais avant tout ça, je vous présente les chroniqueurs de ce soir. D'abord, Iris Bouchonnet, étudiante en technique de commercialisation agroalimentaire. Bonsoir Iris. Salut à tous. Wilfried Redonnet, étudiant à l'école publique de journalisme de Tours. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Tim, bonsoir à tous. Simon Soubieux, étudiant à l'école publique de journalisme de Tours, lui aussi. Bonsoir Simon. Bonsoir Tim, bonsoir à tous. On retrouve Clément Bressac, étudiant en technique de commercialisation agroalimentaire. Bonsoir Clément. Bonsoir Tim, bonsoir à tous. Et à la réalisation de cette émission, Antonin Falomir, étudiant en administration économique et sociale. Bonsoir Antonin. Bonsoir Tim, bonsoir tout le monde. Allez, on commence tout de suite par vos sujets d'actualité. On démarre avec toi, Iris. Qu'est-ce qui a retenu ton attention dans le flux d'actualité cette semaine ? Donc aujourd'hui, je vais vous parler une fois de plus de publicité et d'environnement. Donc vous connaissez certainement tous la série à succès Game of Thrones, l'une des plus populaires à ce jour. Dans cette dernière, les marcheurs blancs venant du Grand Nord viennent vers les 7 royaumes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle campagne de Greenpeace, qui fait toujours des campagnes plus qu'originales. Où est le rapport ? Eh bien, Greenpeace a dernièrement sorti une campagne pleine d'humour en utilisant des images de Game of Thrones. On retrouve donc un spot et différentes images de Game of Thrones parodiées. Cette nouvelle campagne se compose tout d'abord d'un faux teaser de la série qui met en scène le réchauffement climatique. On y voit les marcheurs blancs s'avancer, on croirait la suite de la série. Donc ils s'avancent, l'air froid, convaincus, prêts à détruire les 7 royaumes. À l'exception près que la glace fond sous leurs pieds, mettant brutalement un terme à leur avancée. La réplique cultissime « Winter is coming » que l'on entend souvent dans la série devient alors « Winter is not coming ». Pour finir, la petite phrase qui passe crème « Quelques degrés de plus, ça change toute l'histoire ». Une manière très originale à mon goût de sensibiliser le public. Mais ce n'est pas tout, les réseaux sociaux sont hyper importants pour la com, on fait que de le dire. Eh bien Greenpeace ne les a pas oubliés, puisque l'organisme a sorti avec ce teaser une ribambelle de clichés et de gifs de la série, qui a un but informatif. On peut donc observer, par exemple, la tête dépitée de Jon Snow découvrant qu'une espèce animale sur 6 pourrait disparaître à cause du dérèglement climatique. Si vous êtes fan ou curieux, je vous invite à aller vous informer et rigoler sur le site de Greenpeace. Merci Iris pour ce premier sujet d'actualité. On continue le tour de table avec toi, Wilfried. Tu prends ta casquette de chroniqueur ciné ce soir et tu vas nous parler du film The Hateful Eight. C'est le dernier film de Quentin Tarantino. L'histoire elle est simple, c'est un chasseur de primes qui se retrouve bloqué à cause du blizzard dans une mercerie. 7 inconnus lui font face tandis qu'il vient de capturer une hors-la-loi dont la tête elle est mise à prix pour $10,000. Les critiques françaises à propos du 8e film du réalisateur américain sont plutôt mitigés. Alors toi qui as vu le film, Wilfried, et avec cette casquette de chroniqueur ciné, qu'est-ce que tu en penses ? Des dialogues subtils, de la violence, des personnages atypiques, un scénario original et un dénouement surprenant. Tous les ingrédients d'un bon Tarantino sont réunis dans The Hateful Eight et je dois avouer que je ne comprends pas du tout les mauvaises critiques de la presse française, à commencer par Le Monde et Le Figaro. Pour les deux journalistes de ces deux titres, Les 8 salopas ne seraient pas cool, Tarantino s'écouterait dialoguer, le film comporterait des longueurs. À entendre les critiques de la presse française, c'est tout juste si ce 8e film du réalisateur ne serait pas mauvais.
Seule Première vient contrebalancer cette avalanche de commentaires négatifs pour inclure The Hateful Eight parmi les classiques du cinéma. C'est d'ailleurs l'analyse la plus juste, hein. Les 8 salopards ne font peut-être pas partie des classiques du cinéma, tout du moins pas encore, mais qu'il est bon de revoir un bon western spaghetti à une époque où ce genre révolu n'est plus voué qu'à être diffusé lors des après-midi d'été sur France 3. On l'a compris, donc ce film t'a plu. Oui, il m'a plu. Le scénario original s'inscrit pourtant parfaitement dans la veine des vieux western spaghetti de Clint Eastwood. La violence propre à ce genre et au réalisateur est bien évidemment présente. Elle est néanmoins éclipsée par les dialogues savoureux écrits par Tarantino. Drôle, subtil et incisif, il dévoile peu à peu la manière dont étaient traités les Noirs et les femmes à l'époque. Et c'est là la force de Tarantino. Il arrive à la fois à nous faire rire et réfléchir sur des sujets aussi graves que le racisme ou le sexisme. Autre atout du film, les acteurs, tous excellents dans leurs rôles respectifs. On retrouve plusieurs acteurs récurrents chez Tarantino, comme Kurt Russell, déjà aperçu dans Boulevard de la Mort, sorti en 2007, ou encore Samuel L. Jackson, présent dans Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill, ou plus récemment Django Unchained. On découvre aussi de nouveaux acteurs, souvent cantonnés au second rôle ou séries télévisées. Mention spéciale à Walton Goggins, le shérif raciste issu d'une famille de confédérés et qui vous fera probablement mourir de rire, avec ses mimiques et blagues racistes à l'encontre du major Marquis Warren, porté à l'écran par Samuel L. Jackson et qui ne manque pas de répartie pour faire face aux 7 autres salopards racistes de ce film. Et puis on applaudira aussi la performance de Jennifer Jason Leigh, seule femme parmi ces salopards. Alors après cette critique dithyrambique, est-ce qu'on peut imaginer des points noirs tout de même dans ce film ? Pas vraiment, hein. Seule déception, la bande originale du film signée d'Ennio Morricone, l'homme aux 500 musiques de film, nous laisse un peu sur notre faim. Les musiques sont peu présentes dans The Hateful Eight. Après 2 musiques d'intro génialissimes qui vous restent en tête tout le long du film, le reste de la bande son marque peu. On est loin de la bande originale d'Il était une fois en Amérique ou d'Il était une fois dans l'Ouest. Merci beaucoup Wilfried pour cette critique cinéma ce soir. On continue le tour de table avec toi, Antonin, qui a décidé ce soir de faire un choix d'actu, mais sur quoi alors ? Alors oui Tim, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler, d'un petit sujet sur les jeux vidéo. On entend souvent parler d'eux en mal, mais la semaine dernière ils étaient à l'honneur pour une bonne cause, la lutte contre le cancer. En effet, 2 fois par an se déroule l'Awesome Game Done Quick, dite l'AGDQ, qui réunit des gamers du monde entier pour lutter contre cette maladie. Cet événement, qui dure 7 jours, 24 heures sur 24, et qui consiste à speedrunner un maximum de jeux. Mais qu'est-ce que le speedrun ? C'est une façon d'aborder le jeu qui consiste à le finir le plus rapidement possible. Cet événement, qui se déroulait aux États-Unis, était retransmis dans toutes les langues sur le site de partage Twitch TV et était donc accessible gratuitement par tous. Pardon. C'est pas grave. Un petit souci, c'est bon. Donc il est accessible par tous et ce n'est pas moins de 100 000 spectateurs en moyenne qui regardaient le stream. A l'aide de la générosité des téléspectateurs et également de la vente de t-shirts, ce n'est pas moins d'1,2 million de dollars qui ont été récoltés pour la Prevent Cancer Foundation. Pour motiver les gens à donner, des défis ont été lancés par les organisateurs, comme celui de Metroid où l'on peut sauver ou non les animaux. Ce défi à lui seul a ramené 300 000 dollars. Certains étaient pour, certains étaient contre. Au final, ils les ont pas sauvés. J'étais triste. Enfin bref. Et on se retrouve donc le 3 juillet pour la GDQ d'été, en espérant qu'il marche aussi bien que celui-ci. Merci pour ce sujet d'actualité, les jeux vidéo contre les maladies. On termine avec toi, Clément. Qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine ? Alors ce soir, moi aussi, je vais vous parler d'un film qui, à mon sens, est la sortie cinématographique de ces dernières semaines. Désolé pour les puristes, mais sa force est de loin supérieure à celle de Star Wars, d'un grand James Bond ou toutes les grandes sorties du moment. Ce film, que certains préfèrent qualifier de documentaire, c'est Demain. Imaginé et produit par Mélanie Laurent et Cyril Dion, depuis sa sortie le 2 décembre, il ne cesse de marquer les esprits. Quel contexte a mené à ce film ? Nos 2 compères, lassés par tous les films et tous les documentaires qui se contentaient d'envisager des fins apocalyptiques et de lister les nombreux problèmes environnementaux qui touchent notre société actuelle, Mélanie et Cyril ont décidé de partir, caméra à la main, pour nous montrer les nombreuses initiatives mises en place partout sur le globe pour endiguer la destruction de notre planète. Le film est divisé en 5 actes distincts, tous liés ensemble par le fait qu'ils sont les piliers de notre société. Le premier acte, comment se nourrir ? Par quels moyens pourrait-on mettre en place pour nourrir notre population grandissante tout en respectant notre planète ? L'acte 2, lié à l'énergie. Nos narrateurs nous montrent des villes, même des pays comme l'Islande, qui ont réussi à totalement se passer du pétrole et du nucléaire pour produire leur énergie. Acte 3. La monnaie libre et l'économie locale et vivante.
Le but étant de montrer au public des exemples d'économies différentes qui fonctionnent à merveille partout dans le monde. L'acte 4, qui nous parle de l'éducation, qui nous montre et qui nous fait réfléchir sur est-ce que notre éducation est-elle la bonne ? Le film nous montre d'autres méthodes d'éducation comme dans les pays du Nord où on apprend aux jeunes à coopérer, à résoudre pacifiquement leurs conflits, à vivre harmonieusement avec eux-mêmes, les autres et la nature. Et bien le dernier acte, le pouvoir au peuple. Avons-nous réellement un poids dans la prise de décision de nos pays ? Dans cette dernière partie, nous voyons la réussite de méthodes où le peuple décide ce qu'il veut pour son village, sa région. À petite échelle pour le moment, mais cette inspiration pourrait nous mener loin. Tout au long du film conduit par les visages, les sourires et les idées, et par la voix de Mélanie Laurent, nous avançons dans un raisonnement qui nous fait remettre en question la pertinence de la société dans laquelle nous vivons. Demain donc, un film dont on ne ressort pas indemne et qui nous projette sur ce que nous voulons réellement pour demain. Merci Clément pour ce dernier sujet d'actualité qui t'a marqué, ce film Demain. Nous sommes le lundi 11 janvier 2016. On va passer dans quelques instants à notre premier sujet d'actualité, mais avant ça, on va écouter Lunettes Noires de Alpha One et on se retrouve juste après. Très bonne soirée sur Radio Campus Tour. Être locataire, on fait les bails avec la précision d'un tailleur. La maille dans l'esprit dans la maille. Ça parle d'ascache, football. Jeune entrepreneur, hood boy. Pas toi pour ton assiette, y'a pas de football. Le rap, c'est mon air de jeu, j'ai le tonnerre de Zeus. La dame de la chance a écarté les jambes. J'ai pas encore mis ma teub, mais j'ai pu mettre le doigt. Mets tes lunettes noires, ne viens pas dans l'aquarium où la fumée te noie. Je me fous que tes putes crient. Je me fous que tes putes crient mon nom. On bosse pour le billet, ça complète pour briller. J'ai même surpris mon ombre, Val et puis esprit noir. Pour cette époque qui te glace le ventre. Aujourd'hui les armes et les âmes se vendent à des prix dérisoires. Pour plus être locataire, on fait les bails avec la précision d'un tailleur. La maille dans l'esprit dans la maille. On fait violet sur les lunettes noires. Je suis mon meilleur sauce compte que sur mes doigts. Y'a que ma monnaie qui assure mes droits. On est l'université, une étoile. Tout le monde fait la même taille vue des toits. Je suis mon meilleur sauce compte que sur mes doigts. Y'a que ma monnaie qui assure mes droits. On est l'université, une étoile. Tout le monde fait la même taille vue des toits. Pour plus être locataire, on fait les bails avec la précision d'un tailleur. La maille dans l'esprit dans la maille. On fait violet sur les lunettes noires. Fuck in your face, c'est les stars qui nous stressent. Cousin c'est le 7-5 gros, on est très synchro. Bouge à 4 ou 5 dans une caisse, t'es mort si tu pèses pas. Ta meuf veut nous caisse moi, je vais lui mettre ma. Tu crois connaître ma vie, tu ne sais pas. J'ai le poids d'une quête plate dans ma parc à Black Norvège. Je vais ouvrir ma window sur LA, Dakar d'ici. Dans tous les cas très loin d'ici. 4 boires dans une piscine, pas de fun, on est busy. Si, one sert de whisky. Une bécane brûlée qu'une vengeance est faite sans se soucier du malheur qu'elle cause. Demande aux malades, aux drogués, aux dealers de chez moi quelle est la valeur d'une dose. Nous ne sommes pas du genre à parler pour rien, avoir des dettes au point qu'il en pleuve. Nous sommes le genre de personnes qui sont rémunérées pour foutre leur putain de yap en club. La maille dans l'esprit dans la maille. Nous sommes le genre de personnes qui sont rémunérées pour foutre leur putain de yap en club. Je suis mon meilleur sauce compte que sur mes doigts. Y'a que ma monnaie qui assure mes droits. On est l'université, une étoile. Tout le monde fait la même taille vue des toits. Je suis mon meilleur sauce compte que sur mes doigts. Y'a que ma monnaie qui assure mes droits. On est l'université, une étoile. Tout le monde fait la même taille vue des toits. Motherfuck in your face. Trop de bails qui nous stressent. 7-5 boys, que le sexe c'est un bol. Bouge à 4 ou 5 dans une caisse. Choisis bien ta meuf ou ses frères te balafrent. Trêve de palabres, on est la crème de Paname. Là où la mauvaise graine traîne et applique la règle de Calab si le trait se balade. Qui a fixé les ordres et matrixé les hommes. Tu cherches un flingue, va en Afrique, c'est les soldes. On fume des trucs qui font quitter les sols. Fait tirer flingue et S comme un Smith et Wesson. Je fais mes propres cascades comme Jackie Chan. Elles veulent aguicher quand j'ai acquis le chèque. Surpasse-les si y'en a qui tiennent. Si y'en a qui tiennent, papy. Je suis mon meilleur sauce compte que sur mes doigts. Y'a que ma monnaie qui assure mes droits.
On est l'université, une étoile. Tout le monde fait la même taille vue des toits. Je suis mon meilleur sauce compte que sur mes doigts. Y'a que ma monnaie qui assure mes droits. On est l'université, une étoile. Tout le monde fait la même taille vue des toits. Pour plus être locataire, on fait les bails. Avec la précision d'un tailleur. La maille dans l'esprit dans la maille. Reflet violet sur les lunettes noires. Merci à vous d'écouter On s'en mêle sur Radio Campus Tours. On passe tout de suite à notre premier sujet d'actualité. Dans notre premier sujet d'actualité, nous allons parler des limitations à 30 km/h. Depuis le 1er janvier, 80% des voies de circulation à Grenoble sont limitées à cette vitesse. La mesure vise à réguler le trafic, redonner de l'espace aux piétons et améliorer la sécurité. Plusieurs villes planchent déjà pour étendre les zones limitées à 30 km/h. C'est le cas de Paris qui souhaite le mettre en place d'ici 2020. Wilfried, est-ce que cette mesure, elle va dans le bon sens ? Non, je pense pas. Ça va dans le bon sens pour les écolos, mais après, pour n'importe quel automobiliste, ça va pas dans le bon sens. C'est quand on roule à 30 km/h, on consomme plus, on va plus lentement. Je suis désolé, pour moi, c'est pas la solution. Clément, est-ce que c'est une bonne solution, cette limitation à 30 km/h de la vitesse dans les centres-villes ? Alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec Wilfried parce que moi je considère que c'est une bonne chose et puis sachant que la moyenne de route quand tu es sur une route à 50, t'es jamais à 50 km/h, à part sur des grands axes, la plupart du temps t'es aussi entre 30, 40, 45, donc en fait ça pourrait éviter de faire des montées, descentes constantes qui sont en fait ce qui fait qu'une voiture consomme le plus. Et de mon point de vue, cette limitation elle est très bonne quand on regarde que probabilité en cas d'accident de percussion d'une voiture à rien qu'à 50 km/h, la probabilité de mourir est de 45%. À 30 km/h, on descend à 5%. Rien que sur ce chiffre-là, bon certes ça fait un peu hyper dramatique parce que directement c'est le cas de l'accident, mais c'est quand même une bonne chose et ça sera à mon avis une amélioration des conditions de vie pour la plupart des gens qui sont touchés par ces zones-là. Simon, est-ce que c'est une amélioration des conditions de vie comme nous le dit Clément ? Oui, c'est peut-être une amélioration des conditions de vie. Je pense surtout qu'en fait c'est une mesure totalement symbolique parce qu'aujourd'hui dans la vie politique française on est envahi par des mesures symboliques qui en réalité ne vont pas changer énormément de choses. Il faut quand même rappeler que Éric Piolle, le maire de Grenoble, est un maire qui a été élu sous l'étiquette Europe Écologie Les Verts, Front de Gauche. Donc il se doit aussi de mettre en place des mesures qui assurent à son électorat des garanties. Après cette limitation à 30 km/h, moi je trouve que c'est un peu anecdotique, hautement symbolique et je pense pas que ça va changer quoi que ce soit au niveau écologique et au niveau de la qualité de vie comme on veut nous le faire comprendre des habitants de Grenoble. Wilfried, tu voulais réagir ? Je partage avec Simon et je voulais revenir sur ce que tu disais. Quand on roule à 50 en ville, on est toujours à faire des accélérations, décélérations, mais quand tu roules à 30, tu es entre la deuxième et la troisième et donc tu consommes aussi beaucoup plus que quand tu roules à 45 ou 50 vraiment. Iris, qu'est-ce que tu en penses toi de cette mesure ? Moi, je pense que cette mesure est totalement ridicule. En soi, si vous voulez vraiment prendre une mesure qui serait écologique, il devrait plutôt privilégier les zones piétonnes et encourager les gens à prendre les transports en commun. Donc après, je sais pas si Grenoble est une ville spécialement bien desservie là-dedans. À côté de ça, ça va faire perdre du temps. Je sais pas si ça va avoir un réel gain quelque part. Donc non, je pense que c'est pas vraiment une bonne mesure. Clément, qu'est-ce que tu peux apporter de plus pour défendre cette mesure, toi, que tu trouves positive ? Moi, ce que je trouve positif, c'est que je vais revenir un peu sur l'amélioration des conditions de vie. Des voitures qui roulent moins vite, c'est plus de confort pour des piétons, c'est plus de confort pour des gens à vélo. C'est inciter également une autre façon de se déplacer. Parce que forcément, si on peut pas aller aussi vite, parce que visiblement, les 20 km de différence font une différence pour certaines personnes au niveau du gain de temps, peut-être que ça leur fera réfléchir à d'autres moyens de se déplacer. Et donc, les inciteront à prendre des transports en commun, ou prendre leur vélo, ce qui aura un réel impact sur le reste. Non mais justement Clément, juste pour te répondre, c'est bien ce que je disais dans ce cas-là. Si c'est fait pour faire réfléchir, c'est que c'est une mesure totalement symbolique, c'est rien d'autre. Si le but c'est de lancer une réflexion dans le cerveau des habitants de Grenoble, c'est uniquement pour ça. Et je pense que Éric Piolle a très bien réussi son coup, mais après d'ailleurs on en parle. C'est pour ça nous fait réfléchir aussi. Après je pense que globalement, sérieusement Clément,
de passer de 50 km/h à 30 km/h, ça va absolument rien changer dans la qualité, j'insiste bien sur ce mot, la qualité de vie des habitants, honnêtement. Wilfried, et sur la sécurité, est-ce que ça va permettre de limiter les accidents ou en tout cas de limiter les conséquences des accidents ? Bah, par rapport aux conséquences des accidents, moi je j'ai pas de chiffres, mais je crois ce qu'a avancé Clément. La vitesse de freinage voilà. est moindre, c'est ce que Voilà. nous disait Clément. Après, est-ce que ça va vraiment les réduire ? Je suis pas sûr. Et ensuite, je voulais revenir sur toi, tu dis ça va peut-être faire C'est changer. pas dans les villes où il y a le plus d'accidents. Ça va faire changer les habitants, les faire réfléchir sur leur mode de déplacement. Sauf que toi, tu réfléchis qu'en déplacement intra-urbain, tu habites à un point de la ville, tu vas à un autre point, imagine, tu fais un trajet de 500 km, tu passes par national, tu as une ville tous les 15 km et tu dois te taper à chaque fois 10 minutes à rouler à 30, bah, c'est n'importe quoi. Et là, ça va te ralentir, largement te ralentir ton trajet. Non, parce que j'ai pas regardé attentivement le nœud exactement à quelle zone va être à 30. Oui, mais là, parce qu'on parle de Grenoble, mais on imagine par exemple que ça peut paraître généralisé. C'est ce que tu prônes là. En défendant cette mesure, tu aimerais peut-être qu'elle soit généralisée justement. Bah pourquoi pas dans les villes. Après, en dehors des villes, ils vont pas mettre une zone à 30. Ah oui, non, mais en dehors des villes, heureusement. Mais là, dans les centres-villes, mais il a raison. Mais sur National, c'est pareil. Ils vont pas mettre à 30, mais ils vont réduire de 90 à 70, qui est une connerie aussi. Tout ça pour la sécurité entre guillemets. J'avais aussi une autre question, toujours dans cette idée des villes qui essayent un petit peu de limiter l'impact des voitures. Est-ce que on devrait, comme ça se fait à Londres, interdire aux voitures ou faire payer un péage, ce qu'on appelle un péage urbain pour les voitures qui sont dans le centre-ville, Simon? Est-ce que ça peut être une bonne solution, une bonne idée pour, d'une part, limiter l'impact écologique et puis d'autre part, pour désengorger la ville? Oui, bah justement, tu dis d'une part et d'autre part, il faudrait qu'on sache ce qu'on veut véritablement. Si le but, c'est vraiment... Un peu des deux, peut-être. Un peu des deux, oui. Bah, écologiquement, à mon sens, dans les centres-villes, ça ne va pas changer grand-chose. Ce qu'il faut faire, c'est comme l'a fait par exemple Anne Hidalgo à Paris, la circulation alternée, ou alors Paris sans voiture. Ça, même si c'est pas des choses que je soutiens forcément, même si j'ai des notions écologistes un peu, c'est pas des choses que je soutiens forcément, mais je pense que de limiter la vitesse des automobilistes, c'est hautement symbolique. Non mais vraiment, je leur dis, ça, à mon sens, c'est ridicule ce genre de mesure. Si on veut vraiment changer les choses en profondeur. Et Wilfried, taxer les voitures dans le centre-ville, est-ce que ça peut être une bonne mesure? Ouais, ça je pense que c'est une belle connerie parce que c'est juste pour faire du fric en fait. Même si Hidalgo comme ça, mais oui, mais je suis désolé, il faut pas se laisser faire. À Paris, combien de gens ont besoin de leur voiture pour aller travailler, pas juste pour visiter? Tu sais, les visiteurs à Paris, c'est pas eux qu'on va taxer, eux ils vont prendre le bus ou ils vont y aller en métro de ça, mais les gens qui travaillent chaque jour, il y a plusieurs milliers. À Paris, c'est pas l'endroit où les gens ont le plus besoin de leur voiture, Wilfried. Oui, mais non, après, mais imagine les gens, certains gens qui habitent loin. Oui, voilà, je suis d'accord. Tu vas, il y a du monde, il y a souvent les embouteillages et je suis pas sûr. Enfin, c'est pas une mesure écologique. Je pense que c'est une mesure juste pour faire de l'argent, ça. Alors aussi sur cette idée de la circulation, il y a un député qui a proposé aujourd'hui de faire payer une amende, de ne pas faire payer justement l'amende pour les excès de moins de 10 km/h, mais par contre on perdrait toujours des points. Est-ce que c'est une bonne mesure, Iris, le fait qu'on paye, mais qu'on ne paye pas, mais qu'on ait quand même des points retirés en dessous de 10 km/h? En général, oui, d'une manière générale, oui. Bah non, je suis pas d'accord non plus, puisque je me dis en soi, s'ils veulent limiter la vitesse, qu'ils le fassent complètement. Donc ils ont mis des mesures en place. On peut les considérer justes ou injustes. Arriver là, s'ils commencent à dire donc ici on va retirer des points, ici non on n'en retire pas, ici on accepte 10 km de plus, je trouve que là ça devient n'importe quoi. Il faudrait généraliser tout ça. Moi je suis pas accepté, c'est juste pas mettre d'amende en fait, mais t'enlèves quand même le point. Et au final, quand t'as plus de points que tu dois faire un stage pour récupérer, ça coûte plus cher que les amendes que t'aurais payé. Donc ça c'est. Moi j'avais pas du tout, Simon, j'avais pas du tout entendu parler de ce que tu viens de dire. C'est aujourd'hui c'est un député. Enfin en tout cas, je trouve que c'est Alain Fouché de la Vienne, les Républicains. Les Républicains, bah en tout cas c'est une très bonne idée à mon sens parce que. Mais là en fait c'est vraiment des détails minimes, mais 10 km/h ça joue à rien et je pense que payer une amende qui peut augmenter facilement au-dessus des 40 €, c'est un peu complexe et difficile à ce sens. Antonin. Moi je trouve ça complètement débile, genre ça va grave pousser les gens à perdre des points, t'en as 12, ouais j'en perds un, tant pis. Franchement, ce qui fait le plus chier. Je préfère payer 40 € que moi ça me fait plus chier de payer une amende que de perdre des points. Et pour en revenir à la limite des 30 km/h, oui j'ai mon permis. Mais ça fait 2 ans là il y a pas longtemps, j'ai plus moi, c'est trop la patate. Enfin bref. Et pour en revenir aux 30 km/h, mais il n'y a pas beaucoup de gens à mon avis qui vont respecter ça aussi.
Ça aussi, Et c'est un moyen de mettre Ouais, des mais amendes après, ils aussi, vont mettre encore plein une de fois. radars, Non, tout ça, non, voilà, il y ils a- vont faire de l'argent. Et il n'y aura pas d'amende parce que ce ne sera pas sanctionné pour l'instant, c'est incitatif. pour Oui, l'instant, mais dans c'est ce cas, vrai, ça sert à voilà. rien. Mais Qui oui, c'est mais qui va très rouler à vite. 30 km/h Mais dans non, ce ça ne cas sert à rien, c'est ce que je dis depuis le début. Mais Bah, je le dis mais aussi. très vite, ils vont mettre des radars et ils vont vraiment sanctionner. Et là, ça va faire. Ce sera un moyen plein de faire fric, du Parce que fric. les gens, en plus, à 30 km, ils font pas attention. C'est tellement bas qu'on va pas faire attention, on va aller au-dessus. Et même et quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui arrive dans la ville, il Ouais. sait pas. Hein. Et ça peut provoquer même plus d'accidents Bah, parce qu'à c'est 30 triste, km, tu fais les gens, ils vont pas Oui, faire, mais tu ils vont fais pas peut-être pas faire forcément attention. À 30 km, c'est comme les embouteillages. Ils vont regarder leur portable et des trucs comme ça peut créer encore plus d'accidents. Bon, bah, pas Ils convaincu. vont être moins vigilants. Vous n'êtes pas convaincu autour de la table ce soir pour cette mesure, Si. excepté Clément qui l'a défendu. Il était seul contre tous ce soir pour cette mesure, pour la limitation à 30 km/h. On va passer à notre deuxième pause musicale. On va faire un petit hommage. On l'a appris aujourd'hui, sa disparition. David Bowie s'est éteint à 69 ans. On va écouter Let's Dance et on va se retrouver juste après pour notre deuxième sujet d'actualité sur les jeunes qui consomment de plus en plus de cannabis. On se retrouve juste après. Très bonne soirée. Put on your red shoes and dance the blues. Let's dance.
David Bowie sur Radio Campus Tour. Il s'est éteint aujourd'hui, c'était notre hommage. On passe à notre deuxième sujet d'actualité à 20h29 et nous allons parler de la consommation de cannabis chez les jeunes. Une étude publiée par le ministère de l'Éducation nationale nous indique que 10% des incidents recensés dans les lycées sont dus à la consommation de stupéfiants. Ce chiffre était de 4% en 2011. La part de la consommation de drogue dans les atteintes à la sécurité est passée de 1,5 à 3,8%. Première question pour toi, Simon, est-ce qu'on doit s'alarmer de cette hausse de la consommation de drogue chez les jeunes ? S'alarmer, c'est un bien grand mot, parce que on parle de hausse de consommation de cannabis chez les jeunes. Je pense pas qu'il y ait une telle hausse de consommation chez les jeunes, c'est-à-dire pour moi, je pense pas que les jeunes fument beaucoup plus qu'avant. Je pense qu'ils sont peut-être plus nombreux à fumer, mais très, très occasionnellement, je pense en soirée ou ce genre de choses. À mon sens, c'est absolument pas inquiétant, sachant qu'à toutes les époques, parce qu'on va nous faire croire que aujourd'hui les jeunes fument beaucoup plus qu'avant. Je pense qu'il y avait certaines époques où les jeunes fumaient beaucoup plus qu'aujourd'hui et où on n'était pas si inquiet que ça. Iris, est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Même question que Simon, ou est-ce qu'il faut pas non plus l'exagérer? C'est ce que nous dit Simon. Non, pas du tout. Enfin, je suis entièrement d'accord avec Simon. Je pense que peut-être que si maintenant ils en recensent plus, c'est qu'il y en a plus qui assument fumer. Après, je sais pas si le taux d'accident dû à l'usage de drogue ou quoi a augmenté, mais je pense pas que non, ils aient augmenté leur consommation en général. Clément, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, ce que je trouve le plus alarmant c'est non pas l'augmentation de la soi-disant augmentation, parce qu'à mon avis, il y a peut-être, comme disait Iris et Simon, plus de gens qui l'avouent, ou alors on a juste entre guillemets ouvert les yeux et arrêté de se voiler la face en disant que les gens ne fumaient pas, que les petits jeunes ne fumaient pas. Il y a aussi, à mon avis, une partie que moi, ce qui m'alarme le plus, c'est la qualité de ce que les gens peuvent fumer, en fait. Parce que le problème, c'est qu'avec les nombreux trafics de drogue qu'on peut voir dans France, ou qu'on connaît tous, qu'on a tous déjà croisés, le problème, c'est qu'on se rend compte que parfois, les jeunes ne savent pas ce qu'ils achètent, et ils se retrouvent à fumer des choses qui sont bien pires que s'ils fumaient que les réels... l'impact que ce qu'aurait de la vraie drogue sur leur organisme. Wilfried, on t'a pas entendu, est-ce que toi aussi t'es pas convaincu par cette hausse? Je partage l'avis de Simon, je pense qu'il y a peut-être plus de jeunes. Après, est-ce que j'en sais rien en fait, les chiffres sont pas très informatifs, pas plus que ça, et je suis plus au lycée, donc enfin je sais pas, moi dans mon entourage, il n'y a pas de gens qui fument. Après, il y a toujours, je pense, une part dans les lycées des jeunes qui fumaient et qui peut-être faisaient dans les lycées. Antonin. Moi je pense que la vraie drogue dont il faut s'inquiéter, ça reste la cigarette en elle-même. Je trouve ça beaucoup plus dangereux que la marijuana. Oui, c'est un autre débat. Simon n'est pas convaincu. Non, mais c'est pas que je suis pas convaincu, mais c'est qu'on est en train de faire un débat sur le cannabis et tu me parles de la cigarette, alors que la cigarette, si c'était une drogue comme le cannabis, ça serait interdite, je pense. Non, mais en fait... Oui, mais ce que nous dit Antonin, il a aussi raison, c'est qu'il y a une forme de dépendance aussi pour la cigarette. Oui, bah c'est pas nouveau, j'apprends rien en entendant ça, oui. Oui, c'est clair. Bien sûr, mais peut-être qu'on doit mais là, on parle de s'inquiéter de ça. Bah, je trouve que c'est plus de la cigarette, il faudrait s'inquiéter. D'accord, bah dans ce cas-là, je pense que je suis d'accord avec toi. Dans ce cas-là, je pense qu'il faudrait pas s'inquiéter de voir une éventuelle hausse de 1,5% de la consommation de cannabis chez les jeunes. Je pense qu'il faudrait donc dans ce cas-là prendre le problème à la source, c'est-à-dire peut-être, même si j'ai côtoyé ce genre de colloques quand j'étais au collège, au lycée, de prévention. Je pense que ça a jamais été vraiment utile. Mais je pense qu'il faudrait prendre le problème à la source, d'expliquer quels sont les problèmes, même si, pour moi en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Justement, Clément, est-ce que la prévention, ça peut être une solution pour lutter contre... en tout cas, pas la répression. Contre les stupéfiants et contre la consommation de stupéfiants. Je pense que j'ai eu les mêmes trucs que Simon au lycée, au collège. On a toujours fait des préventions. Et pourtant, tu fumes depuis 4 ans. Personnellement, je ne fume pas, mais pour autant, on connaît tous des gens qui fument autour de nous et qui ont eu ces mêmes cours que nous, et ça a eu aucun effet. Et parce qu'en fait, je pense qu'on nous a jamais vraiment prouvé le mal que ça faisait cette chose. L'alcool, on sait. La drogue permet de. Ce que recherchent les gens dans la drogue, c'est un effet. De ce qu'on cherche dans l'alcool aussi, c'est un effet. Il y a. Les deux produisent un effet, les deux, nous, on a eu de la prévention dessus, et c'est pas pour autant que... Simon, tu voulais réagir? Oui. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est...
quand je parlais d'une prévention dans les milieux scolaires, je parlais d'une chose qui, moi, ne m'intéresse pas, parce qu'en réalité, ça ne fonctionne pas pour moi. Mais c'était pour contrebalancer avec certains arguments de la classe politique de notre pays qui voudraient réprimer à la source les jeunes, c'est-à-dire par exemple Jean-François Copé, même s'il est plus vraiment là aujourd'hui, Il va revenir. il va peut-être revenir, ça je m'en T'inquiète fous pas. un peu, mais Jean-François Copé qui proposait de faire des contrôles à la sortie des lycées, Valérie Pécresse qui au régional là en décembre a proposé la même chose, Laurent Wauquiez, bon voilà, ça je pense que c'est des choses qui sont très dangereuses et il faut se méfier avec ça. Et justement, si on prend le contre-pied de cette sanction, est-ce qu'il ne faut pas plutôt le légaliser peut-être, Iris, et permettre d'accompagner ceux qui souffrent de dépendance ? Si, je suis entièrement d'accord avec toi, enfin pas avec toi, enfin avec ce que tu viens de dire, en tout cas je pense complètement qu'il faudrait légaliser le cannabis puisque ce serait une solution à beaucoup de problèmes et justement par rapport à ça, il pourrait y avoir un encadrement par la suite qui serait du coup légal, que les jeunes n'auraient pas forcément à se renfermer sur eux et peut-être qu'au contraire ça pourrait avoir un effet inverse puisqu'il y en a beaucoup qui fument parce que c'est illégal. Et si ça devenait légal, bah, ça changerait, l'image du cannabis changerait certainement et au contraire, moi je pense que ça pourrait avoir des retombées positives. Wilfried, est-ce que l'image du cannabis, elle peut changer si on le légalise ? Ouais, je partage l'avis d'Iris. Je pense qu'aussi le cannabis a toujours c'était toujours une drogue qui symbolisait un peu la rébellion. Ouais. Et je pense que si aujourd'hui c'est un produit qui tente tant de jeunes, c'est aussi parce que ça incarne un peu l'illégalité et que les jeunes des fois ils ont un peu envie de franchir ce pas de la légalité un peu quand ils sont jeunes en testant le cannabis. Je parle pas là des consommateurs Oui, non, réguliers, mais je parle des jeunes qui testent comme ça. Je suis pas d'accord avec toi, Wilfried, parce que regarde la cigarette, voilà. C'est autorisé. Ben, c'est et si le cannabis est autorisé, ça ne sera plus une interdiction juridique, ça sera une interdiction sociétale. Je pense que c'est absolument pas un bon argument. Après, concernant la dépénalisation du cannabis, c'est un débat qui est extrêmement compliqué et je pense que là, dans les 5 minutes qui nous restent, on ne pourra pas l'approfondir. Il y a des bons côtés. Dans le Colorado, des États des États-Unis, l'Arizona, ça a été dépénalisé et de ce qu'on en entend ici en France, ça fonctionne plutôt pas mal. En Uruguay, c'est pareil. Ça rapporte mais surtout plein de fric. Ça rapporte du fric. Bah, on ça dirait pas non. plus mal pour une Après, fois que l'État, l'argument qui voudrait que si on dépénalise, ça supprimerait les trafics de drogue dans les quartiers les plus difficiles, c'est pour moi, à mon sens, totalement bidon parce que les gens qui font du trafic de drogue dans les quartiers défavorisés, c'est pas parce qu'ils veulent faire du trafic de cannabis, c'est parce qu'ils ont besoin d'argent. Et je pense que si on dépénalise le cannabis, ça sera du trafic de drogue, d'autres factures, je pense. Mais il y aura des morts en moins, il y aura des gens qui seront... Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui souffrent parce que si on trafique, si on fait de la cocaïne et tout ça, il y aura des morts en moins. Parce non, mais je pense que si on dépénalise le cannabis, ça sera ce genre de choses qui seront distribuées dans les quartiers défavorisés. Et mais là, il y a quand même plein de problèmes du à coup, ça. si on dépénalise le cannabis, la drogue à la mode, parce que justement pour revenir un peu à ce que disaient Iris et Wilfried, vu que s'il y avait un effet de mode un peu genre d'interdit, ça passerait à la cocaïne. Non, bah moi justement je dis que si le cannabis est légalisé, les jeunes hésiteront encore moins à en consommer. Et moi je parle pas d'effet de mode quand je parle du cannabis. Non, mais... pas forcément parce qu'il y a plein de gens aussi qui aiment pas les effets et qui en consomment pas pour autant. Là c'est tellement, en fait j'ai envie de dire, c'est parce que même si c'est pas légal, c'est facile de s'en procurer. Donc c'est tellement facile qu'ils peuvent y accéder quoi qu'il arrive, qu'ils soient contents pas contents. Là le truc c'est que ça pourrait être dans un cadre où ils auraient pas forcément à se cacher. Amsterdam c'est une ville qui a légalisé le cannabis, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas pour autant plus de problèmes dans les cités, etc. Wilfried, le mot de la fin. Oui, je pense, par contre, je rejoins ton idée, c'est que c'est pas parce qu'on va légaliser que ça va mettre fin forcément au trafic, parce que si on légalise, l'État, je suis sûr qu'il va taxer parce que ça va lui rapporter du fric. Dans le Colorado, mais la qualité sera ils ont meilleure trop de aussi, fric. forcément. Et justement, pour que l'avoir moins cher, les trafics vont peut-être continuer en restant sur les mêmes taux et peut-être que ces prix-là des trafics seront moins chers que l'État et donc peut-être qu'un certain nombre de jeunes préféreront quand même l'acheter à plus bas prix. Et puis juste pour terminer, quand on parle de qualité, quand tu parles de qualité, Iris, en parlant du cannabis, il faut aussi savoir ce que les gens veulent quand ils fument du cannabis. Est-ce que, excusez-moi du terme, ils préfèrent avoir la défonce vraiment du fumeur? Est-ce qu'ils préfèrent ne pas se ruiner la santé en fumant? Donc c'est aussi ce terme de qualité du cannabis qui est assez ambigu. On pourra en reparler de ce sujet sur la légalisation du cannabis dans d'autres émissions. On va clore pour l'instant. Avant de passer à notre grand débat sur Charlie Hebdo, un an après, nous allons écouter Jimmy de Moriarty. On se retrouve juste après. Je rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter et sur Facebook. Jimmy, won't you please
please come home? The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your grandpa Jimmy is still gonna die. Now there's Buffalo Jim and Buffalo Jim. There's Jim Buffalo, now that didn't you know? Jim, Jimmy, Jimmy, it's your last cigarette. And there's Buffalo Fist, and it's all kinda wet. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose. Our roads lead to Rome with the buffalo. And the buffaloes used to say, be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes used to say, roam where you roam. The buffaloes used to say, do what you do. Hey, you gotta have a wash, but you can't clean your name. You're not called Jimmy, you'll be Jimmy just the same. The keys are in the bag, and a chest by the door. And one of Jimmy's friends has taken the floor. Jimmy, won't you please come home? Where the grass is green and the buffaloes roam. Dear old Jimmy, forgot you're young, but you can't ignore the buffalo song. And the buffaloes used to say, be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes used to say, roam where you roam. The buffaloes used to say, do what you do. If you remember your unknown, Buffalo Land will be your home. If you remember your unknown, Buffalo Land will be your home. Merci à vous d'écouter, on s'en mêle sur Radio Campus Tour. On passe à notre grand débat. Dans notre grand débat, nous allons prendre le temps de nous attarder sur Charlie Hebdo. Un an après les terribles attentats qui ont décimé la rédaction du journal satirique, que reste-t-il de l'esprit Charlie ? On s'en souvient, les Français étaient allés manifester en masse contre la barbarie. Depuis, d'autres attentats ont touché la France. Le 13 novembre dernier, des mesures ont été mises en place, loi sur le renseignement ou encore état d'urgence. Est-ce que, un an après, vous avez le sentiment ici autour de la table que les Français sont toujours Charlie, Simon? Ah non, pas du tout. Non, Est-ce c'est pas, que tu me poses la bonne question parce que justement, je voulais très rapidement parler de ce que j'avais vécu à ce moment-là. Donc le 7 janvier, le 11 janvier, j'avais vécu un moment assez compliqué parce que rien que moi, je fais des études de journalisme, c'était des journalistes qui étaient touchés, la liberté d'expression, voilà. J'étais vraiment impliqué dans tout ça. J'étais allé manifester comme beaucoup le 11 janvier et j'avais un peu très naïvement, de l'espoir que quelque chose change, que
oui, que quelque chose change et hélas en fait le panurgisme démocratique et médiatique qui a fait que tous les médias ont institutionnalisé exactement tout ça, et ben j'ai été un peu déçu de voir que globalement 1 mois, 2 mois après rien n'a changé, 3 mois et 1 an après c'est toujours pareil. Justement, on a un auditeur qui est déçu. Aubin nous écrit: l'esprit Charlie n'est plus à partir du moment où il a été confisqué et instrumentalisé par les politiques, c'est ce que tu nous disais. Décidément, ceux-là ne font que de la merde. Wilfried, est-ce que tu es d'accord avec ce que nous dit Aubin ? Je suis d'accord avec ce que dit Aubin sur le plan politique. C'est vrai que dès le 11 janvier, ça a été instrumentalisé. On a vu des hommes politiques qui, à mon avis, partageaient pas du tout la liberté d'expression de Charlie Hebdo manifester, ce qui était un peu ridicule, mais bon, ça c'est la politique, hein, que voulez-vous. Et après, moi, dès le 11 janvier, je voyais bien que c'était un peu, il y avait un peu un effet mouton des gens et qu'il y en a plein qui ont manifesté alors qu'ils connaissaient même pas Charlie Hebdo, donc je trouvais ça complètement débile à l'époque et ça m'avait d'ailleurs... C'était pas que pour Charlie Hebdo, on va pas refaire ce débat, mais moi j'allais pas manifester parce que c'était Charlie Hebdo. Et moi j'y suis pas allé parce que les gens, parce qu'il y avait plein de gens, c'était pour se donner une image, il y en avait plein et puis ça m'a saoulé, donc c'était très hypocrite. Clément Manuel Valls parlait de l'esprit du 11 janvier. Est-ce que tu étais d'accord avec cette idée et cette réaction des Français, ou est-ce que 1 an après tu trouves que c'était faux ? Moi je pense que, pour rejoindre ce que disait Simon, c'était pas seulement Charlie Hebdo. Quand les gens disaient je suis Charlie, ils pensaient à autre chose. Enfin, moi c'est un autre débat, on va pas le lancer non plus. Chacun avait son interprétation différente, exactement. C'était vraiment autre chose que simplement Charlie Hebdo, mais que j'adorais aussi. Mais je pense que vraiment il y avait un état, il y avait les Français étaient fiers d'être Français et se sentaient proches entre eux. Il y a eu des liens ce jour-là. Après, est-ce que 1 an après c'est toujours là ? Puis, c'est la question pour juste poser. Rapidement, pour moi c'était pas parce que j'étais fier d'être français que j'étais allé dans la rue, hein. Ça par contre non, mais c'est justement dans ces moments là que je ne suis pas fier d'être français, justement parce que ce genre d'événement n'arrive pas tout seul. Et juste aussi pour en revenir à... C'est-à-dire que je veux pas lancer un débat qu'on a déjà eu, etc., mais je pense, notamment le 13 novembre, Charlie c'était un peu différent, mais je pense que le 13 novembre, si la France n'avait une politique un peu différente en Syrie, il y aurait pas, et en Irak, il y aurait pas ce genre d'événement. Mais juste, Tim, l'esprit du 11 janvier, c'est aussi une expression que je réfute totalement, parce que même s'il y a eu des magnifiques manifestations ce jour-là, c'était aussi le même jour où il y a eu la marche républicaine à Paris avec François Hollande, Nicolas Sarkozy en tête, accompagné des plus grands à mon sens tyrans, Benjamin Netanyahou d'Israël et d'autres, et je pense que c'est assez dangereux de parler de cet esprit du 11 janvier si on parle des marches. Iris, est-ce que Wilfried, oui, tu voulais réagir ? Je veux dire, en plus, je veux te dire, l'esprit du 11 janvier, je crois pas que ça ait été inventé ce terme par des journalistes ou par des internautes. Ça a été inventé par des politiques. C'est Manuel Valls qui l'a prononcé. Ça prouve bien que dès le départ, cet esprit du 11 janvier, c'est du vent. Et de toute manière, ces esprits 11 janvier, 14 novembre, c'est des esprits qui marchent après chaque événement comme ça, qui marquent les Français. Sauf qu'après, le quotidien revient à la normale et les gens, ils changent pas en réalité. Chasser le naturel, il revient à galop, c'est ça. Et s'il y a un autre attentat cette année en France, ça sera la même chose. Il y aura un effet, ça dépendra du jour sur lequel ça tombera. Et puis on va encore en parler des tonnes et les politiques vont l'instrumentaliser comme l'a fait Manuel Valls. Mais c'est normal qu'ils instrumentalisent ça. C'est pas normal. Non, mais c'est normal. De leur point de vue, ça paraît normal. Ils utilisent. Mais moi je partage pas leur point de vue. Comme ils peuvent. Mais après, il faut aussi voir que faut pas non plus chercher le côté toujours négatif de l'utilisation. Ils peuvent aussi avoir entre guillemets un cœur et penser, et ils peuvent être le pire tyran et compatir quand ils vont marcher sur les Champs-Élysées ou sur les autres. Iris, est-ce que la France, elle a cédé avec les mesures sécuritaires, avec l'état d'urgence ? Est-ce qu'on a cédé face à la barbarie ? Oui. En restreignant nos libertés fondamentales ? Écoute, c'est un peu compliqué comme question, je trouve. Mais bien sûr que oui, qu'on a cédé. Il n'y a même pas à hésiter là-dessus. Je te laisse terminer, Iris, mais... On a déjà eu ce débat, en fait. C'est le pour ou contre l'état d'urgence. Par rapport à l'état d'urgence, c'est clair, et c'est vrai que c'est contrasté. Bon, après, il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Ici, par rapport aux commémorations, etc., de ce genre d'événements, je sais pas si la question se pose, parce que ils n'en ont pas vraiment fait le lien, en fait, avec cet état d'urgence, puisqu'ils étaient
c'était plus un esprit. En fait, moi, je trouve ça super bizarre. J'ai l'impression que c'est vraiment juste une histoire d'image, tout ça. Sur le coup, ouais, il y a des émotions, etc. On voit, mais ça vient surtout des Français, des citoyens. À partir des politiques, moi, je préfère même pas écouter parce qu'au final, je trouve que c'est que de l'hypocrisie derrière tout ça. Et est-ce qu'on a cédé, pour revenir à la question ? Bah, nous, non. Les politiques, oui. Oui, mais ça nous impacte nous, surtout, Oui. pas eux. Ouais, mais à côté de ça, on a quand même des esprits, tu vois, on a l'esprit critique là-dessus. Rien que ça, c'est quelque chose de bien. Bah heureusement, oui. Oui, non mais... Allez, pour clore sur ce débat, est-ce que ces attentats nous ont permis aussi de nous rappeler l'importance de la liberté d'expression, Simon ? Si ce n'est nous rappeler de son importance, au moins commémorer le moment où elle est attaquée. Et c'est ce que je disais, c'est pour ça que moi je suis sorti dans la rue. C'était pas tant, contrairement à ce qu'a peut dire Clément, je crois que c'est toi qui as dit ça, c'était pas pour Charlie Hebdo que je sortais, c'est pas parce que j'étais Charlie ou que j'avais l'esprit du 11 janvier que je sortais dans la rue, mais c'était vraiment parce que c'était des journalistes, des dessinateurs c'est des gens, c'est des humains qui sont morts. Oui, enfin, si t'allais manifester à chaque fois que des humains étaient tués, je pense qu'on en finirait pas. On devrait manifester tous les jours-ci. Oui, non mais oui, bah peut-être. Mais en tout cas, c'était vraiment la liberté d'expression qui était attaquée et c'était pour moi, c'était pour ça que je sortais, oui. Wilfried, un dernier mot pour conclure. En tout cas, ce rappel a été très bref pour les Français parce que quand Marine Le Pen, avant les régionales, a menacé de couper les subventions à la Voix du Nord, il n'y a personne qui a manifesté. On va clore sur ce grand débat et sur cette défense une nouvelle fois de la Voix du Nord. On va passer à la musique avant de passer à notre débat qui sert à rien. On va écouter Je vis caché de Renaud et justement on parlera de Renaud, le retour de Renaud peut-être. On va savoir si mes chroniqueurs sont convaincus. On se retrouve juste après. Si vous... Loin des projos, loin des télés, et des animateurs blaireaux, de ces crétins dégénérés, fringués, coiffés comme des proxos, loin des journaux et des radios, des interviews conformistes par des zombies mongolitos, un peu nazes, souvent fumistes, loin des questions parfois obscènes, ridicules ou bien vislardes, des nulos de la bande FM, rois de la musique ringarde. Pour vivre heureux, je vis caché au fond de mon bistrot peinard, dans la lumière tamisé, loin de ce monde de bavards. Loin des boîtes, des fêtes branchées, la jet set et du showbiz, des pétasses cocaïnées et des bellâtres à la dérive, loin des premières où tout Paris vient poser sans aucun scrupule pour quelques pauvres paparazzi qui aiment mitrailler les nuls, loin des cocktails, des dîners, des mondanités imbéciles, entre starlettes d'un seul été, au QI frisant le débile. Pour vivre heureux, je vis caché au fond de mon bistrot peinard, avec mes potes, des vrais de vrais, loin de ce monde de fêtards. Des réunions, des manifestations de rue, j'écoute la colère qui fond sur nos dirigeants corrompus. Mais bouger mon cul, m'engager, c'est pas demain que vous m'y reprendrez. À part peut-être José Bové, qui pourrais-je jamais aimer. Je rêve d'un monde plus humain, et je laisse parler ce brave. Les pétitions, c'est plutôt bien, mais vous n'y verrez plus mon blaze. Vivre heureux, je vis caché au fond de mon bistrot peinard, taciturne, désabusé, loin de ce monde de barbares. Loin des conversations minables sur les charmes surfabriqués de quelques ados improbables dans un loft.
Je vis caché de Renaud sur Radio Campus Tour. Justement, ce soir, dans le débat qui sert à rien, nous allons parler du chanteur. Il a fait plusieurs apparitions remarquées dans les médias ces derniers jours. Il a accordé une interview à Europe 1 et une autre à BFM TV. Jeudi, il était place de la République pour rendre hommage à ses amis de Charlie. Vêtu d'un blouson en cuir et d'un foulard rouge autour du cou, Renaud est apparu fatigué et marqué, mais il affirme être en forme et ne plus boire d'alcool depuis plus de 108 jours. Son CD sortira au printemps prochain. Simon, toi qui aimes Renaud, qu'est-ce que tu en as pensé lorsque tu l'as vu ? J'ai entendu beaucoup de personnes parler d'un retour de Renaud parce qu'il avait accordé 2 interviews à Europe 1 et à BFM TV. Parler d'un retour, c'est un peu excessif, je pense, vu l'état dans lequel il nous est apparu ce jour-là. Après, bon, moi de revoir Renaud, après tu dis que j'aime bien, c'est vrai que c'est un chanteur que j'aime bien, mais j'ai pas connu Renaud comme l'ont pu connaître, comme ont pu connaître Renaud les générations de nos parents. Mais ça m'a fait plaisir de voir Renaud, ouais. Après, pour ce qu'il a dit, c'était pas extrêmement intéressant ce qu'il a raconté Renaud, même si c'était ses amis de Charlie, voilà, mais ça fait toujours plaisir de voir Renaud revenir alors qu'on l'avait pas vu depuis un bon moment quand même. Oui, on l'avait pas vu depuis 10 ans, ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas accordé de longues interviews, en tout cas d'interviews notamment pour Europe 1 où ils se sont entretenus longuement. Iris, est-ce que tu attends avec impatience le CD de Renaud ? Est-ce qu'on peut parler de renaissance ? Il a utilisé le terme de Sphinx. Il y avait Renaud et le renard et maintenant sur sa messagerie c'est Renaud le Sphinx. Est-ce que le Sphinx, le Phénix pardon, est de retour ? Phoenix, oui. Bah oui, moi je suis super contente qu'il ressorte un truc. Après, bon, je peux pas savoir d'avance si ce sera bien ou pas bien. Moi, il y en a beaucoup que j'apprécie de Renaud, des musiques. Il y en a d'autres que j'aime un peu moins, mais globalement, je suis contente et je pense qu'il peut encore nous surprendre avec des nouveaux tubes et donc du coup, ça sera cool. Clément, est-ce que toi aussi, tu attends le retour du Phénix ? Alors visiblement je l'attends moins que toi vu ce qu'on en a parlé tout à l'heure dans le bus, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a bercé mon enfance, qui a bercé que mon père adore et qui m'a toujours fait écouter, donc forcément que j'aurai toujours un plaisir. Après je suis un tout petit peu mitigé parce que bon, quand quelqu'un revient après autant de temps, on sait pas trop ce que ça peut donner, mais bon, soyons fous. Ouais, il a pas perdu son talent, c'est pas possible. Oui, puis il l'avait déjà fait avec Boucan d'Enfer qui avait donné un très bel album, ou même Rouge Sang qui était ressorti après. Antonin, tu voulais réagir ? Oui, bah c'est pour la même question, bah ouais. Moi franchement ça me change pas trop, j'ai juste trouvé le cadeau d'anniversaire de mon père. Du coup voilà, je suis content pour ça. C'est déjà pas mal. Justement, on le passera Renaud lorsqu'il y aura son album ici sur les ondes de Radio Campus Tour. Ouais. On va clore cette émission. Merci à vous de m'avoir accompagné. Merci Clément qui était là et qui a remplacé Robin qu'on salue. Mais de rien. Merci beaucoup, merci Simon. Merci Tim. Merci Wilfried. Merci Tim, merci à tous. Merci Iris aussi. Merci. À la réalisation, Antonin a fait cette émission. Merci beaucoup Antonin. Merci Tim, bonsoir tout le monde. Et on se retrouve nous la semaine prochaine à partir de 20h pour On s'en mêle. Ce sera notre 24e émission. D'ici là, on vous laisse avec Young and In The Wave et on se retrouve lundi prochain à partir de 20h. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Radio Campus Tour.